pense que c'est l'heure de commencer et je suis très heureuse de vous accueillir à la Chambre. Avant toute chose, je voudrais signaler que nous bénéficions d'une traduction en 2 langues. Comme nous sommes à la Chambre des représentants, nous sommes dans l'hémicycle qui représente la Belgique dans son ensemble et donc vous pouvez chacun et chacune, quand vous parlerez, vous adresser dans votre propre langue et vous avez accès à la traduction avec la petite oreillette qui est devant vous et vous pouvez choisir la langue qui vous sied le mieux. C'est a priori très facile, donc si vous avez un problème, faites signe, mais ça devrait aller. Je vais commencer juste alors par me présenter. Je suis Séverine Delallé, je suis parlementaire fédérale, écologiste, et je siège donc ici depuis 2019. Et c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir donc ce colloque sur les problèmes et les solutions posées par les pesticides en Belgique. C'est donc un colloque qui est organisé par Pesticide Action Network Europe, dont je présenterai les représentants tout de suite, par Nature et Progrès et par Canopea, que je commence directement par remercier de porter ce sujet éminemment important dans notre maison de la démocratie aujourd'hui. Alors, dans moins de 2 minutes, je commencerai par donner la parole à M. Marc Fischer, qui est ancien secrétaire général de Nature et Progrès, qui va nous introduire les enjeux de notre après-midi. Et je voudrais d'emblée rappeler, parce que vous avez reçu le programme, que notre après-midi se scinde en 2 parties. La première vraiment sur l'aspect toxicité des pesticides. Et alors, dans ce cadre-là, on aura 3 intervenants et intervenantes. La première étant Isabelle Klopstein de Nature et Progrès, qui se trouve juste ici à ma gauche. On aura Martin Dermine de Pesticide Action Network Europe dans un second temps. Et dans un troisième temps, on aura Hélène de Smet de Bonne Peter Defmilieu, qui est juste là et qui va nous rejoindre tout de suite devant. La deuxième partie sera facilitée par la parlementaire européenne Maria Arena, qui est déjà avec nous ici devant, donc socialiste qui travaille aussi sur ces enjeux au niveau européen, et c'est elle qui nous emmènera dans la deuxième partie de l'après-midi, qui sera aussi réservée sur la question des impacts sur la santé avec Sarah Demulk de Canopea, et sur la question des alternatives aux pesticides avec un agriculteur, heureusement il y en a un en tout cas avec nous cet après-midi, qui est Charles Albert de Grady, qui nous parlera d'alternatives. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue, juste peut-être signaler qu'on est effectivement à la Chambre des représentants ici, et ce n'est pas si évident de parler de pesticides ici parce que le levier fédéral sur la question des pesticides est finalement assez étroit. Pourquoi? Parce que, au fait, le ministre fédéral de l'Agriculture, il a des leviers surtout à 2 niveaux. La question, enfin, surtout peut-être à un niveau, qui est la question de la mise sur le marché des produits. Pas tellement sur comment réguler leurs usages, ça c'est plus des enjeux des régions. Et après, il y a évidemment les enjeux européens, dont Mme Arena nous dira un mot dans un instant. Alors le levier fédéral est assez étroit, mais il est évidemment éminemment important. Parce que quand on décide ou pas de mettre un produit sur le marché, sur notre territoire, qu'on décide ou pas de déroger aux directives européennes pour mettre sur le marché belge des produits, ou qu'on décide ou pas d'exporter des produits interdits au niveau européen à l'extérieur de nos frontières, ce sont bien des leviers fédéraux. Et ce sont des leviers qui aujourd'hui sont dans les mains du ministre de l'Agriculture au niveau fédéral, M. David Clarenval. Et donc c'est un dossier que moi je suis avec beaucoup de détermination, on va dire, depuis 2019. Et je voudrais en profiter pour saluer pour ça, encore une fois, le travail de la société civile, qui aide énormément le travail parlementaire, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions, à la fois sur le travail de veille, mais sur le travail d'expertise pour nourrir notre attention parlementaire et notre capacité à faire ce qu'on doit faire quand on est parlementaire, c'est-à-dire le contrôle de notre gouvernement. Alors je ne vais pas prendre plus de temps, je pourrai plus tard répondre éventuellement à vos questions sur le travail qu'on peut faire. Juste en profiter aussi pour saluer la présence des représentants de nos ministres régionaux qui sont là. Donc
Monsieur Marron et Madame Tellier sont représentés ici par leur cabinet. Je suis désolée s'il y a d'autres ministres qui sont représentés et où je n'ai pas pu reconnaître les membres de leur staff, mais n'hésitez pas à le faire savoir, ce sera intéressant pour nos intervenants et nos intervenantes. Et Monsieur Fischer, cher Marc, je te cède la parole directement pour introduire notre première partie. Merci Séverine, merci Madame Arena, Mesdames, Messieurs, un grand merci d'avoir répondu à l'appel de Nature et Progrès de Pesticide Action Network Europe pour venir partager cet après-midi sur le thème des pesticides. Avec le PAM, Nature et Progrès travaille depuis une quarantaine d'années à la problématique des pesticides, le PAM principalement sur l'aspect réglementaire et avec une très grande expertise au niveau européen, au niveau belge, et Nature et Progrès, plus une association de terrain, puisque nous sommes une association qui promeut l'agriculture biologique. Donc pour nous, la meilleure façon de se passer des pesticides, c'est de produire en bio, et qui travaille également l'aspect des pesticides, puisque le bio tourne le dos aux pesticides. Et la façon d'aborder la problématique des pesticides de Nature et Progrès, c'est de provoquer des changements de système en proposant des alternatives aux pesticides. Et donc voilà, c'est une expertise que l'on mène depuis déjà de nombreuses années. Notre travail se veut toujours basé sur des faits scientifiques, sur des faits agronomiques, certainement pas sur des slogans, et nous sommes très contents d'être ici au niveau du Parlement parce que nous pensons que ce débat-là doit en effet être débattu au niveau du Parlement. Et de quel débat parlons-nous? Eh bien, ce débat de faire le choix entre une politique alimentaire et agricole basée sur les pesticides ou une politique alimentaire et agricole qui tourne le dos aux pesticides et qui avance vers un autre cap qu'un cap chimique. Nous avons fait l'analyse de la réglementation en Belgique, des autorisations de pesticides sur ces dernières années-ci, et le constat est assez interpellant. Nous pouvons annoncer malheureusement que la Belgique a une voie pro-pesticides, ce qui pour nous est un gros problème. Un gros problème pour qui? Pour le citoyen bien entendu, qui n'a pas envie d'en manger, et pour l'agriculteur également. Parce que les pesticides n'ont rien résolu depuis 50, 60 ans qu'on les utilise. Ils ont même causé de graves problèmes à la biodiversité et ils mettent l'agriculteur dans une impasse des tributaires des firmes agrochimiques. Et donc, nous voulons travailler à plus d'autonomie et donc notre travail est d'infléchir cette orientation de la réglementation pour qu'enfin la Belgique devienne pionnière et continue à l'être, puisque la Belgique est déjà pionnière dans le développement du bio, avec un des plus hauts pourcentages de bio, avec un grand intérêt pour le bio, et donc il y a une possibilité également de prendre un leadership de ce côté-là et d'orienter notre alimentation et notre agriculture vers du sans chimie. Et pour ça, il faut développer des alternatives alimentaires. Je reviens au début de mon propos quand je disais que j'étais content d'être ici au niveau du Parlement parce que je crois que c'est vraiment un débat parlementaire. Au niveau des citoyens, ils se sont déjà largement exprimés par l'intérêt qu'ils ont pour l'agriculture et l'alimentation biologique, mais également lors de la pétition Sauvons les abeilles et les agriculteurs qui prônaient le zéro pesticide. Il y a eu 1 million de signatures au niveau européen et la Belgique est le deuxième contributeur avec 85 000 votes. Ça veut dire qu'il y a vraiment un élan dans notre pays au niveau citoyen pour s'inquiéter de la problématique des pesticides. Et donc quand on voit que certaines réglementations, notamment au niveau des dérogations, favorisent l'installation et le développement des pesticides, ça nous pose problème. Alors nous avons deux possibilités. Soit on écrit directement au ministre ce que l'on fait, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et donc je crois qu'il est urgent que le Parlement se saisisse de cette question, parce que comme le disait Madame de Lavelaye, c'est bien entendu son job de contrôler le travail du gouvernement et de réfléchir à l'orientation que peut prendre le pays, soit une voie chimique, et nous serons à ce moment-là encore plus sous le joug de Syngenta, de Chemchina, de Bayer et consorts, ou le choix d'une agriculture, d'une alimentation, d'un environnement libéré des pesticides. Voilà. On va instruire bien entendu tous les propos que je viens de dire
par les orateurs qui vont me suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un dernier petit mot. Je pense que c'est pas rien d'avoir ce colloque à peine une semaine après la publication du 6e rapport du GIEC qui rappelle l'urgence et l'importance de changer de cap, le lien direct entre la question de l'effondrement des écosystèmes et du changement climatique et le rôle qu'a l'agriculture dans les leviers de réponse à ce qu'on appelle la sixième extinction de masse dans laquelle nous sommes confrontés. Se dire aussi que le rapport du GIEC met aussi un lien direct avec la question de la santé publique, et on sait que quand on parle de pesticides, on parle à la fois d'effondrement des écosystèmes, mais aussi de notre santé, et c'est ça qui va être le fil rouge de cet après-midi, et je pense qu'on est tout bon en termes de timing dans la bonne semaine pour aborder et adresser ces questions. Alors, Madame Klopstein, vous êtes donc de Nature et Progrès, et vous êtes la première à prendre la parole cet après-midi, et vous allez nous parler des pesticides hautement toxiques autorisés en Belgique, et on va vous écouter, si je suis bien dans mon timing, pendant une petite vingtaine de minutes. Donc effectivement, ma présentation va introduire un peu ce colloque et porter principalement sur les pesticides qu'on nomme les pesticides hautement toxiques. Et pour commencer, j'aimerais contextualiser un petit peu le débat et la situation de la Belgique dans un contexte européen. Donc là, sur les données de 2020, on voit que la Belgique est effectivement un des pays les plus consommateurs de pesticides au niveau européen, quatrième plus exactement, avec une quantité de pesticides qui dépasse largement la moyenne de l'Union européenne actuelle, enfin en 2020 en tout cas. La situation n'est pas très différente en 2022. Donc tout ça dans un cadre où on a quand même quelques objectifs de réduction de pesticides qui sont assez ambitieux, notamment au niveau de la Belgique. On a un accord de gouvernement qui mentionne la réalisation d'un ambitieux plan de réduction de pesticides. Et puis au niveau européen aussi, on a des objectifs de réduction pour le moment politique de pesticides les plus dangereux d'ici à 2030, qui faire le lien avec les BNI et la stratégie par forte notamment. Et puis il y a aussi des dispositions actuellement en vigueur au niveau européen qui sont dans le règlement qu'on appelle le règlement pesticides, donc qui réglemente en Europe, enfin dans l'Union européenne la mise sur le marché des pesticides. On a des dispositions qui obligent les États membres à remplacer les pesticides les plus toxiques. Donc je reviendrai dessus de plus en détail par la suite. Et on a surtout une population belge qui est quand même largement favorable à une réduction des pesticides de synthèse, 80% pour mentionner notamment l'initiative citoyenne européenne selon les abeilles et les agriculteurs. Ma présentation propose une synthèse partielle d'un rapport qui s'intitule La Belgique, le royaume des pesticides, donc qui est sorti ce jour, rapport du Nature et Progrès de Pan Europe, qui vise en partie à répondre à cette question de pourquoi est-ce que la Belgique est un si mauvais élève au niveau européen, en s'intéressant tout particulièrement à certaines pratiques de l'administration dans l'application de la réglementation européenne. Ce rapport est basé sur des données qui sont largement accessibles sur notamment l'indécile de l'administration publique, donc les données de vente, la base des pesticides autorisés en Belgique à la date du décembre 2022 et des documents de l'administration disponibles également sur les sites publics et d'autres documents, des dossiers de demande notamment pour lesquels on a fait des demandes et qui ont été fournis par l'administration. Donc, quand même une petite collaboration à ce sujet-là pour le rapport avec l'administration compétente. Alors, petit sommaire, donc je vais faire un petit état des lieux un peu plus précis de la situation des pesticides en Belgique, en essayant de préciser un petit peu de quels pesticides on parle, dans quelle proportion, et l'évolution de leur utilisation dans le temps, juste pour un petit peu avoir plus d'informations que celle qui a été mentionnée dans la première slide. Ensuite, je reviendrai sur cette obligation de substitution de pesticides qui sont hautement toxiques et j'expliquerai ce qu'on entend par
par ces termes-là. Et on viendra sur les pratiques effectivement de l'administration compétente dans l'évaluation et l'autorisation des pesticides, donc de tous les pesticides. Administration qui est sous la tutelle du ministre de l'Agriculture fédéral. Donc pour commencer, voilà, on a en Belgique, il y a 1617, en décembre 2022, on a 1617 autorisations de pesticides. Sur ces 1617, il y en a 33%. Donc un tiers qui sont classés comme étant toxiques pour la santé sur le long terme. C'est quand même une très grosse proportion. On retrouve des pesticides qui sont classés cancérigènes, toxiques pour la reproduction et toxiques pour certains organes. Donc 10% des pesticides autorisés en Belgique sont des pesticides classés cancérigènes, répartis en deux catégories. Catégorie 1, ce qu'on appelle catégorie 1B, qui sont des pesticides où le lien est fait entre ses propriétés cancérigènes et les animaux notamment, mais avec une présomption de toxicité pour l'humain. Et une catégorie pour laquelle on essaie de régler la lumière pour que vous ayez pour qu'on puisse bien voir. Donc on peut faire, si c'est ok pour tout le monde, on va faire un peu plus sombre, comme ça vous voyez mieux. Super. Voilà, c'est merci. Désolée. Ça va, pas de soucis. Voilà. Je sais pas où. C'est bon. Voilà, donc il y a effectivement les pesticides de catégorie 1B, donc qui sont sont des pesticides qui sont toxiques et qui devraient être interdits en Belgique et qui sont effectivement encore autorisés. On a effectivement en Belgique aussi 16% de pesticides qui sont classés, 16% d'autorisation de pesticides qui sont classés reprotoxiques, avec toujours ces deux catégories, donc les catégories 1B, catégorie 2, donc avec suspicion de reprotoxicité. Et on trouve toujours des pesticides qui sont interdits, donc, qui devraient être interdits en tout cas parce qu'ils sont toxiques de catégorie 1B. Et, bon, ils sont présents en moindre mesure, mais ils sont quand même là. Ce qu'on entend par reprotoxicité, c'est l'impact que certains pesticides peuvent avoir sur le développement du fœtus et sur la fertilité notamment, parfois les deux. Et dans cette catégorie, on peut aussi inclure des fongicides. Donc en Belgique, on a 16 fongicides sont autorisés et sont classés comme étant nocifs pour les bébés qui sont nourris au lait maternel. Et puis, à côté de toutes ces catégories, donc ces classifications officielles, il y a une catégorie qu'on appelle la catégorie des candidats à la substitution. Et dans ce terme-là, dans cette catégorie-là, on retrouve les pesticides les plus toxiques, encore autorisés au niveau européen, dont la Belgique, et qui sont des pesticides qui sont toxiques sur le long terme pour la santé et pour l'environnement. Et ça inclut donc une partie des catégories qu'on a vues précédemment, donc des pesticides cancérigènes ou potentiellement cancérigènes, enfin des pesticides qui sont cancérigènes, reprotoxiques, et aussi des pesticides qui ont des perturbations, des propriétés de perturbation endocrinienne. Donc toute cette catégorie des candidats à la substitution a été reconnue comme, les pesticides qui sont inscrits dans cette liste de candidats à la substitution sont des pesticides qui sont voués à disparaître, à être éliminés, à être remplacés par des substances et par des méthodes moins nocives. Et donc c'est ce que prévoit effectivement la législation. Le règlement pesticides, donc, qui réglemente la mise sur le marché des pesticides, depuis 2009, inscrit une catégorie à part de pesticides candidats à la substitution. Et depuis 2015, les États membres sont censés prendre en compte cette catégorie particulière de pesticides dans le cadre de procédures d'évaluation et d'autorisation. Tout ça dans un objectif, il faut insister sur l'élimination à terme de ces produits, mais de manière progressive. Donc depuis 2015, on devrait voir normalement si la disposition est appliquée,
une diminution de certains de ces pesticides-là, du moins. Voilà, et voilà, donc au profit d'alternatives toujours plus sûres, puisque c'est la position de substitution, et c'est ce qu'on entend par principe de substitution, et ce qui explique le nom un peu barbare, candidat à la substitution. Voilà, donc cette catégorie de pesticides, elle est conditionnée, on l'a bien compris, est conditionnée à l'absence de produits moins toxiques ou d'alternatives non chimiques déjà disponibles sur le marché. Donc si une entreprise fait une demande de pesticides, d'autorisation de pesticides pour ce type de produit-là, l'administration est tenue de prendre en compte toutes les alternatives qui existent déjà et de faire une évaluation et de comparer ce produit toxique avec ce qui pourrait être utilisé à la place. Et effectivement, si le produit peut être remplacé par un autre produit moins toxique ou une alternative non chimique, alors dans ce cas, le produit ne peut pas être autorisé. Donc ça, c'est ce que prévoit la législation. Et elle s'applique à toutes les nouvelles demandes d'autorisation de pesticides hautement toxiques qui sont déposées depuis août 2015, avec une obligation de contrôle, d'évaluer éventuellement régulièrement ces pesticides une fois qu'ils ont été mis sur le marché et de reprendre et de réévaluer régulièrement et au plus tard au moment du renouvellement d'autorisation ou au moment des modifications d'autorisation. Une modification pouvant être uniquement, simplement le changement de classification d'un pesticide qui passe de cancérigène 1B à 2 à 1B. Donc ça c'est aussi une modification d'autorisation et qui devrait pouvoir être prise en compte dans l'autorisation de ces pesticides, en tout cas dans la procédure d'autorisation. Alors, pour revenir sur les chiffres, ces pesticides hautement toxiques, donc ces candidats à la substitution en Belgique pour le moment, ils représentent un pesticide sur 4. Et là, je vous propose quand même proposer quelques graphiques qui montrent bien, qui montrent un petit peu l'évolution de certains pesticides classés hautement toxiques et listés dans la catégorie des pesticides candidats à la substitution pour montrer qu'il n'y a pas vraiment de diminution. Là, les 3 graphiques font référence à différents produits. La courbe en vert, sa référentielle est liée à la moyenne des ventes de ces produits-là pendant ce laps de temps. Donc on voit quelle est la quantité, plus ou moins la quantité correspondante. Et voilà, donc là, on ne voit pas vraiment de diminution. On a les premiers produits qui ont été, les premières données qui sont de l'année 2011 et la dernière barre, donc les dernières données de vente datent de 2020, donc on a un laps de temps de 10 ans. Et en 10 ans, on n'a aucune diminution en tout cas pour ces produits. Et depuis 2015 également, si on s'arrête à la moitié du graphique. Donc là, d'autres données aussi également, toujours des candidats à la substitution qui sont autorisés et utilisés en Belgique jusqu'en 2020. Il y en a même qui ont commencé à être utilisés à partir de 2015. Donc, on va entendre dire que... Et puis, on a des produits qui sont utilisés massivement en Belgique et qui stagnent. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, on est plus ou moins dans un statu quo. Voilà, c'est... Alors, du coup, voilà, ce qu'on a cherché à essayer à comprendre, en tout cas, c'est pourquoi est-ce que la Belgique autorise aussi massivement ce type de produit. Et on s'est intéressé aux pratiques de l'administration fédérale qui est en charge de l'évaluation et de l'autorisation de ces produits. Et en creusant un petit peu et en étudiant les documents, ce qu'on appelle les documents de guidance, en fait, qui précisent un petit peu la manière dont ces évaluations et ces procédures d'autorisation sont prises en compte. À partir du moment où une demande a été déposée pour certains pesticides, en fait, avec 90% des autorisations actuellement en Belgique qui sont
pour lesquels il n'y a aucune évaluation des alternatives. On a eu accès à certains dossiers de demande de pesticides. Et là, j'en ai mis 3. Donc voilà, quand il y a une modification de classification pour un produit où il n'y a aucune prise en compte, aucune considération spécifique du fait que ce produit soit classé comme étant un candidat à la substitution. Pour les autorisations qui sont données à des produits déjà autorisés dans un autre État membre, donc qui sont soumis à une procédure un peu particulière. Pareil, c'est aucune évaluation des substances, des alternatives disponibles à ces produits-là. Et surtout, il y a une exemption absolument massive de toutes les demandes et autorisations de pesticides qui concernent des petites cultures. Alors, des petites cultures, c'est quoi? C'est en gros toutes les cultures qui ne sont pas des céréales, des pommes de terre ou de la betterave. Donc à partir du moment où il y a un pesticide est autorisé ou est susceptible d'être autorisé pour une ou plusieurs petites cultures, il va pouvoir passer par la procédure classique et fait comme si il ne s'agissait surtout pas d'un pesticide candidat à la substitution. Et ça représente une proportion énorme des autorisations qui sont actuellement en vigueur au niveau belge, parce que 80% des autorisations sont concernées. Et qu'est-ce qui se passe pour les 10 autres? Les 10 autres pourcents, on a en total, puis on prend toutes les exemptions bout à bout, on arrive à quand même 90% d'autorisations qui ne sont pas soumises à cette procédure spécifique de comparaison des alternatives. Et donc il en reste 10%, et dans les 10%, on va demander aux demandeurs de l'autorisation du pesticide de fournir lui-même des informations sur les alternatives disponibles. Alors je dis bien qu'il ne va pas en donner beaucoup, donc on peut noter qu'il y a quand même un conflit d'intérêt assez évident. Il y avait une petite faute sur le slide, désolé, évident sans S. Et donc voilà, en gros, les entreprises agrochimiques peuvent continuer à vendre leurs produits toxiques quasiment librement et en plus sans chercher d'alternative. Donc voilà, la Belgique a réussi à vider, contourner allègrement une disposition contraignante de la réglementation pesticides en vigueur au niveau européen. Alors comment on fait pour appliquer la réglementation européenne? Nature et Progrès et PAN Europe a plus tendance à déposer des recours en justice. Donc, ce qui a été fait pour deux insecticides en janvier, deux insecticides à base de cyperméthrine, qui a été réautorisé sans qu'il y ait aucune prise en compte des alternatives disponibles. Donc nos organisations, nos 3 organisations, puisque PBF c'est joint en recours, considèrent que ce ne sont pas des autorisations légales puisqu'il manque une partie de la procédure et non des moindres. Mais c'est des procédures qui sont longues, coûteuses, quels sont les autres leviers pour pouvoir faire appliquer la législation européenne par l'administration fédérale? Donc il y a une pause. Et je finirai par quelques recommandations. Donc, ça, c'est des recommandations qu'on retrouve aussi à la fin du rapport que je vous mentionnais au début de la présentation. Donc, une révision du document de guidance, qui sert un peu de base à l'administration pour justement contourner les dispositions réglementaires européennes pour qu'elle inclue les 90% d'autorisations qui sont actuellement exemptées d'évaluation comparative, comme on l'appelle. Un engagement aussi à finaliser d'ici 2026 la révision des autorisations de ces pesticides hautement toxiques et surtout un plan fédéral d'élimination progressive qui inclurait aussi les pesticides qui sont de catégorie 2. Et pour finir, un financement de la recherche dans les alternatives et surtout leur promotion auprès des agriculteurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tous ces experts en candidat à la substitution
C'était déjà le premier volet des enjeux auxquels on est confronté en Belgique.